Nous ne devons surtout pas aller jusqu'au point où, en les poussant trop fort, on les accule à la seule issue qui leur reste. Devenir un pays désespéré, quelle que soit la fatwa qu'ils aient pu suivre jusque-là. Si vous voyez clairement qu'ils vont se retrouver face à une crise existentielle, qu'ils risquent de s'effondrer comme société parce qu'ils ne peuvent plus garder la lumière allumée, ni fournir assez d'eau, ni transporter la nourriture, ni rien de tout ça, alors ils n'ont littéralement plus qu'une seule alternative. Soit faire ce que le président Trump veut, c'est-à-dire se rendre complètement et voir s'ils peuvent tout perdre, soit garder leur culture, leur tradition, leur histoire et leur religion, et riposter de la seule manière qui leur reste, se précipiter vers la bombe. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que cette période est si dangereuse en ce moment, parce qu'on pourrait bien les pousser vers l'issue la plus risquée. Et ce ne serait pas illogique de leur part d'y aller. En fait, sous bien des aspects, c'est presque illogique qu'ils ne l'aient pas encore fait. Il suffit de regarder la Corée du Nord. Une fois qu'un pays obtient l'arme nucléaire, l'autre camp ne bouge plus, parce qu'il ne veut pas risquer de se faire tirer dessus, ni risquer une explosion nucléaire. Si on continue comme ça, on va finir par voir le modèle nord-coréen s'appliquer ici aussi. Alors, avec tous ces dangers et tous ces risques, ce n'est pas difficile à comprendre. On en parle tout le temps, on insiste dessus pour que ce soit bien clair dans l'esprit des gens. D'autres chaînes font la même chose. Le colonel Doug McGregor, par exemple, lance ce genre d'alerte. Le juge Napolitano et plusieurs autres disent la même chose pour prévenir que la situation est dangereuse. Dans notre système politique, ça devrait provoquer une réaction. Même si on était cynique et qu'on ne le faisait que pour des raisons politiques, la gauche devrait s'indigner et dire « Vous nous conduisez vers un Armageddon nucléaire » ou bien « Vous nous menez tout droit vers une dépression économique ». Vous êtes en train de plomber nos systèmes énergétiques et de mettre en danger nos alliés dans la région, leurs installations, dont nous dépendons pour l'approvisionnement mondial. Peu importe qu'on ait beaucoup de ressources ici, dans notre pays. Comme Larry Johnson l'a souvent rappelé, on a de quoi produire de l'essence. Mais pour obtenir ce qu'il faut pour le diesel et le kérosène, il nous faut du pétrole venu d'ailleurs, des types de pétrole différents, pour pouvoir les fabriquer. Si vous sabotez ça ici, ça aura forcément des conséquences chez nous, quel que soit le prix de l'essence. Et ce prix, au fond, comptera bien moins que le manque ou l'insuffisance de diesel et de kérosène. Tout le reste en dépend. On pourrait penser que ça lancerait un vrai débat en Amérique. Est-ce qu'on doit dire « faut-il mettre fin à cette guerre » ? Est-ce qu'on devrait même faire ça ? Mais non, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas encore eu de manifestation, comme le rassemblement No Kings, par exemple. Parce que beaucoup de gens à gauche n'aiment pas ce que fait le président Trump avec les directives de sa campagne et tout ce genre de choses. Et pourtant, ils ont des millions de personnes pour le rassemblement No Kings. Mais là, rien du tout. En tout cas, rien que j'ai vu, et certainement rien d'important, nulle part en Amérique. Pourquoi? Eh bien, Tucker Carlson a une idée, et il en a parlé récemment dans une émission. Les gens qui dirigent les partis sont fondamentalement alignés. Et on le voit bien, par exemple, quand Trump nous entraîne dans une guerre le 28 février, sans même présenter ses arguments au peuple américain, sans convaincre même une majorité d'Américains que c'est une bonne idée. Dans un pays qui a pourtant une longue tradition de manifestations bruyantes, on aurait pu s'attendre à d'immenses protestations contre la guerre. Mais non. Rien. Zéro. Alors pourquoi? Où étaient les démocrates dans tout ça? Ils auraient pu mobiliser 1 million de personnes et les rassembler sur le National Mall à Washington. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils étaient pour. Voilà pourquoi. How do you argue with that?
Comment voulez-vous débattre de ça? Quand c'est un sujet qui leur tient à cœur, vous savez, ce truc soi-disant « no kings » ou peu importe, là, ils s'enflamment complètement. Ils se mobilisent, ils descendent dans la rue, et ça se passe dans tout le pays, pas seulement sur le mall à Washington. Mais ici, on n'a rien vu de tel. Et je pense que la raison, c'est qu'ils sont globalement d'accord avec ça. J'ai vu passer quelques commentaires récemment de certains sénateurs, je crois que Dick Durbin en faisait partie, qui ont exprimé quelques critiques. Ils ont essayé plusieurs fois de voter une résolution sur les pouvoirs de guerre, mais ils n'y ont mis aucune énergie. Il n'y a eu ni motivation, ni mobilisation, ni mouvement de la population pour s'y opposer. Et je pense que la seule conclusion possible, c'est que ce n'est tout simplement pas si important pour eux. Regardez ce vote récent où Thomas Massie a essayé d'introduire un amendement à la Chambre des représentants pour couper tout l'argent militaire qu'on envoie à Israël. Il disait, en gros, « Très bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un pays souverain, mais ils le feront sans notre argent. » Et qu'est-ce qui s'est passé quand la proposition est arrivée en séance? Le Parti démocrate s'est divisé. Environ la moitié, un peu plus de la moitié, je crois, ont voté pour le texte. Mais l'autre moitié a voté contre, ou n'a pas voté du tout. Et du côté républicain, à part Thomas Massie, 100% ont voté pour l'enterrer. Donc, tous. Donc, politiquement, ça montre bien, je crois que le chiffre final était entre 100 et un peu plus de 300 voix. Ça montre que la majorité du Congrès, des deux partis, ne veut surtout rien faire qui puisse contrarier Israël. Et si Israël veut continuer cette guerre, eh bien Israël va la continuer. Et ils vont étouffer toute contestation, même au sein du Parti démocrate. Et évidemment, c'est encore plus simple du côté républicain, parce qu'ils sont entièrement de leur côté. Et écoutez, je peux vous le dire vraiment, personne n'est plus satisfait de tout ce que je vous ai montré ici, tout ce qui m'inquiète. Personne n'est plus heureux que Benjamin Netanyahou et ses partisans en Israël qui soutiennent cette guerre. Ils doivent être en train de faire des sauts de joie en se disant que leur armée reste tranquillement assise, les bras croisés, sans rien faire. Ils n'utilisent pas leurs missiles, ils ne mettent pas leurs soldats en danger. Leurs villes ne sont pas touchées. Et pendant ce temps, ils laissent les forces armées des États-Unis se battre à leur place. Réfléchissez à ça un instant. Cette guerre ne joue pas en notre faveur. En réalité, elle nous désavantage clairement. Elle nous coûte énormément en armement. Elle nous coûte aussi sur le plan de nos infrastructures. Parce qu'à chaque fois qu'on tire, ils répliquent et détruisent encore plus de nos équipements, ce qui nous cause encore plus de dégâts. Et en plus, on met en péril nos approvisionnements en énergie. On prend le risque de les pousser vers l'arme nucléaire. Et Israël, de son côté, regarde tout ça en souriant jusqu'aux oreilles, en se disant qu'ils ont enfin réussi. Ils ont essayé pendant des années de convaincre les États-Unis d'entrer en guerre à travers toutes les administrations jusqu'à ce qu'ils arrivent à Trump. Lui, il a dit oui. Et ensuite, Trump a juste dit « Allez, tiens ma bière, mets-toi sur le côté, je m'en charge. » On a pris tous les risques, tous les coups. On essaie maintenant de faire passer un budget supplémentaire de 350 milliards de dollars à cause de ce que ça nous coûte déjà, sans même parler du coût humain. 13 soldats, d'après ce qu'on sait, ont été tués au combat. Peut-être plus. Officiellement, je crois qu'on parle maintenant de 13 ou 14. Et plus de 400 ont été blessés. Une quarantaine d'appareils ont été détruits. Je pense même que le chiffre est encore plus élevé maintenant, surtout avec ces MQ-9. Tout ça, ça nous coûte cher. Nos stocks, tout ce qui compte pour nous, tout est en train de s'épuiser. On les utilise, on les vide. Et Israël, de son côté, est là, en train de se moquer de nous. Il se fiche de nous ouvertement.
Et ils doivent se dire, eh bien, tout cet argent qu'on a dépensé pour acheter le Congrès américain, ça finit par rapporter. On a littéralement une autre armée qui se bat à notre place, même plus à leur côté. Au début, c'était ensemble, mais maintenant, ils ont juste dit, vous savez quoi, allez-y, prenez tout. Prenez toute la pression. Et donc, vous prenez aussi tous les tirs en retour. Eux, ils s'en sortent comme jamais. Ils ne pourraient pas être plus satisfaits. Et nous, on prend tous les risques, toutes les contre-attaques. Tout repose sur nous. Rien de tout ça n'est dans l'intérêt des États-Unis. Ce n'est même pas vraiment dans l'intérêt d'Israël, mais c'est dans l'intérêt personnel de Benjamin Netanyahou, parce que c'est pervers. Il est en train de créer l'insécurité future de son propre pays à cause de la manière dont il a mené cette opération à Gaza et depuis tout ce temps en Cisjordanie. Il accumule une énorme hostilité contre son pays qui finira sans doute par se manifester plus tard. Il fait la même chose avec les Houthis. Il fait la même chose avec les Libanais, toujours présents sur le terrain là-bas. D'ailleurs, je crois que j'ai cette information ici sur le Liban. Le Liban et Israël viennent de terminer un 6e cycle de discussions mené sous médiation américaine. Encore une fois, c'est cette étrange forme de sabotage du secrétaire d'État contre ce que le vice-président avait obtenu avec le protocole d'accord sur le Liban. Voici ce qu'on peut lire dans l'article d'Al Jazeera. Les dernières discussions entre Israël et le Liban ont marqué la 6e série de négociations en face-à-face depuis que la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah a éclaté le 2 mars. Les pourparlers directs se sont poursuivis malgré les frappes israéliennes meurtrières au Liban et les fortes objections du Hezbollah, qui, bien sûr, refuse de se désarmer et affirme que seule la pression de son allié, l'Iran, peut mettre fin à la guerre et entraîner le retrait d'Israël. Et puis, ça, c'est de ce matin, c'était 10 minutes avant qu'on commence l'émission ici. Israël détruit 2 immeubles dans le sud du Liban. Donc, il continue. Autrement dit, ils ne parlent pas vraiment de paix. Ils veulent simplement s'assurer que le protocole d'accord ne soit pas conclu. Parce que ce protocole, dès le premier paragraphe, dit, je crois même que je l'ai ici, il dit « La République islamique d'Iran, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés dans la guerre actuelle, signant ce protocole d'accord, déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent, à partir de maintenant, à ne pas initier de guerre ni d'opérations militaires les uns contre les autres, à s'abstenir de toute menace ou usage de la force entre eux, garantissant ainsi l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. » Et bien sûr, vous l'avez vu, 10 minutes avant cette émission, Israël a encore détruit 2 bâtiments. Ils ont un accord de paix qui, en plus du protocole d'accord, exige la démilitarisation et le désarmement du Hezbollah, qui, rappelons-le, est libanais. Et ce protocole n'en parle même pas. Il dit simplement qu'Israël doit se retirer. Donc en ajoutant cette 2e condition, ils rendent eux, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, ils rendent tout simplement impossible, physiquement, que ce protocole soit respecté. Parce que tant que le Hezbollah ne se désarme pas, ils ne partiront pas. Et s'ils ne partent pas, le premier paragraphe n'est jamais appliqué. Et donc, rien dans le protocole ne se réalise. Voilà, peu importe la manière dont on regarde la situation. Israël sabote le protocole d'accord pour être sûr qu'il n'aboutisse pas. Et on ne peut pas simplement en rejeter la faute sur une seule personne. Il faut aussi inclure le secrétaire d'État, Marco Rubio, et donc, par extension, son patron, le président Trump. Il ne se contente pas de parler des 2 côtés de la bouche, il agit aussi des 2 côtés du corps, mais dans des directions opposées. Et qui est le seul gagnant dans tout ça? Les ambitions politiques de Benjamin Netanyahou. C'est un fait, mes amis. Peu importe si ça vous met en colère ou pas. À moins que vous refusiez de reconnaître la réalité ou que vous souhaitiez ce résultat,
et que ça ne vous dérange pas que les États-Unis soient utilisés comme un outil par une autre puissance étrangère. Ce n'est pas seulement une question de voir le Congrès américain essayer de nous lier à Tsahal et à leurs services de renseignement. On verra si ça finit par se faire, mais il y a clairement un gros effort en ce sens. Peut-être que ça ne te dérange pas. Moi, ça me dérange. Je ne peux pas accepter qu'on remette le contrôle des agences de renseignement américaines, le contrôle des forces armées américaines, et même l'usage concret de nos forces armées au service d'un autre homme. Je ne peux même pas en rendre Israël responsable. J'en rends responsable Benjamin Netanyahou, qui a réussi à prendre le contrôle. Et bien sûr, au-dessus de Netanyahou, je rends Donald Trump responsable. Le président des États-Unis est le seul à décider de l'usage de nos forces armées. Et il reçoit beaucoup de soutien enthousiaste de la part de ceux qui sont en dessous de lui. Je viens de vous dire quels républicains et quels démocrates n'agissent pas dans l'intérêt de l'Amérique. Ils agissent dans l'intérêt d'Israël. Et encore une fois, soyons précis, ils agissent dans l'intérêt de Benjamin Netanyahou. Parce que tout ça, ça ne va pas bien se terminer pour Israël. Ça ne va pas aider Israël. Ça ne va pas leur apporter la paix à Gaza, ni la paix en Cisjordanie, ni la paix face au Yémen, ni la paix face au Liban. Au contraire, tout ça va empirer. Et puis, quand le pétrole commencera à poser problème ici, quand tout à coup il n'y en aura plus assez pour tout le monde, que le prix de l'énergie s'envolera partout, qu'on n'aura même plus assez de diesel ou de kérosène, eh bien ça aussi, ça va nuire à Israël. Et ensuite, ça va nous toucher nous aussi. On devra se replier, parce qu'on n'aura plus les ressources pour continuer. On n'aura plus les missiles. Et que Dieu nous aide si à ce moment-là, l'Iran se précipite vers la bombe et qu'un jour on voit un tir d'essai dans le désert. Tout ça, c'est mauvais pour nous. Tout va mal pour l'État d'Israël. Ces deux hommes, Benjamin Netanyahou et Donald Trump, sont en train de détruire nos deux pays en même temps. Pour le peuple d'Israël, pour le peuple américain, on souffre tous jusqu'ici. Et bien sûr, les Iraniens aussi souffrent. Mais ça pourrait devenir bien pire. La semaine prochaine pourrait même être plus grave que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je n'ai rien vu qui montre que le président Trump va reconnaître la réalité, comprendre le danger et s'arrêter. Jusqu'ici, il ne l'a pas fait. Il monte les enchères petit à petit. En fait, il a même accéléré certaines de ses sombres mises en garde. Voilà où on en est, les amis. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous assommer avec des pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien, abonnez-vous, mettez un j'aime, et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.